Je vais donner la parole au troisième intervenant avant que nous ayons des questions-réponses. Je fais attention à ce qu'il y ait du temps quand même d'échange à la fin de ces trois présentations. Alexandros Ragoussis, qui est de l'IFC dans le groupe de la Banque mondiale, va nous éclairer, je pense, sur les questions de l'investissement dans ce contexte et comment on peut penser l'investissement dans les situations de fragilité. Vous avez la parole, merci. Thank you, Bernard. Je vous remercie, Bernard. Je n'ai pas préparé de PowerPoint. Je pense qu'il y a un afflux de présentations PowerPoint. Je ferai donc une intervention en m'inspirant de ce qui a déjà été dit. Je pense que l'on peut lier l'agriculture à la fragilité et c'est une façon de penser au développement des activités économiques et en situation de conflit. L'on peut aborder cela en s'intéressant à la façon dont les conflits affectent l'économie. Il est difficile de développer l'agriculture des entreprises en situation de risque, de déplacement, de conflit. Et puis, l'on peut y réfléchir aussi à rebours, activité économique en tant que solution au conflit, en réfléchissant à la façon dont l'agriculture peut modifier la dynamique des conflits, comment elle peut créer une résilience et faire partie des solutions. Et en mettant l'accent sur le lien entre le développement et les conflits. Et c'est en cela que nos institutions, je pense, divergent des points de vue pertinents au demeurant exprimés par James. Nous pensons que ces deux actes ne peuvent pas être distingués. Nous ne pouvons pas aborder séparément ces deux approches. La pauvreté, l'exclusion économique déclenchent des conflits et les conflits engendrent la pauvreté. Le fait que les conflits ne soient pas causés uniquement par la pauvreté ou par l'exclusion économique ne remettent pas en question les liens de causalité qui existent entre ces deux paramètres. Et c'est la raison principale pour laquelle, de plus en plus, les partenaires au développement s'intéressent à ces liens. Je voudrais citer quelques chiffres. À la Banque mondiale, comme James l'a indiqué, nous avons une liste des pays fragiles. Il s'agit d'à peu près 40 pays, de pays à revenus faibles pour la plupart. Nous servons d'un certain nombre de critères pour les classer. Si vous prenez les secteurs les plus importants à valeur ajoutée dans ces pays par rapport à d'autres, alors vous avez 2 fois plus de possibilités de voir l'agriculture arriver en premier. Et cela s'explique par une combinaison de sous-développement et de risques qui explique le retard de ces pays en termes d'industrialisation. L'exclusion économique est aussi une réalité. Or, nous savons que l'agriculture peut permettre de renverser ce cycle d'exclusion, pauvreté, conflit. Et nous avons démontré, nous avons d'ailleurs des chiffres qui le sous-tendent, que l'agriculture est 2 à 4 fois plus efficace pour extirper les populations de la pauvreté extrême que des investissements dans n'importe quel autre secteur économique. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous n'abordions pas ce discours à la Banque mondiale. Il y a 10-15 ans, l'on ne pensait pas aux activités économiques et aux conflits. Lorsque l'on pensait aux conflits, l'on n'invitait même pas la Banque mondiale, car la situation dans ces pays était jugée trop chaotique pour que nous y intervenions. Nous attendions que la situation se stabilise avant d'intervenir. Et cela a changé. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de mon intervention, c'est bien cela. C'est que cette approche a changé. L'on nous demande de faire davantage et nous le faisons dans ces pays.
Et l'essentiel de nos efforts porte sur l'agriculture. Nous investissons dans des projets d'agriculture, nous rassurons d'autres investisseurs, nous mobilisons des ressources pour l'agriculture et nous travaillons à mettre en place des conditions propices au développement agricole afin d'exploiter son potentiel pour lutter contre l'exclusion économique. Et nous avons d'ailleurs des résultats pour démontrer que pour les pays fragiles et en conflit, l'IOC a doublé ses engagements dans le secteur agricole au cours des 5 dernières années. Et nous avons quintuplé nos investissements dans le domaine énergétique, surtout dans les pays fragiles, ce qui permet d'accroître les interventions dans le secteur agricole. Est-ce que cela a été facile? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de point d'entrée. L'agriculture dans les pays fragiles et en conflit n'étant pas au même niveau de développement que dans le reste du monde, c'est une agriculture informelle, non mécanisée, qui cible la résilience plutôt que la croissance. Il y a énormément de chiffres pour le justifier. 16% des paysans ont des emplois salariés dans les pays fragiles et en conflit dans ce secteur. Et selon les estimations, ce pourcentage passera à 25% dans quelques années. Et il s'agit d'une personne sur 4 dans le domaine agricole. Donc, il n'y a pas de point d'entrée pour que les bailleurs de fonds investissent dans le développement de ce secteur. C'est aussi la raison pour laquelle dans beaucoup de ces pays fragiles en conflit, vous n'avez pas une proportion importante d'investissements étrangers. Et selon notre analyse, seulement 1% des investissements directs étrangers sont destinés à ces 40 pays. C'est 5 fois moins qu'ailleurs dans le monde. Et ces investissements sont destinés au secteur minier, au secteur des télécommunications et non pas à l'agriculture, justement parce qu'il n'y a pas de point d'entrée. Et c'est le même problème auquel nous sommes confrontés dans nos efforts de développer ce secteur. Alors, comment nous y prenons? Nous créons le point d'entrée nous-mêmes. Nous déployons des investisseurs, nous mettons en avant des entreprises internationales que nous mettons en contact avec les petits producteurs locaux. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous sommes intervenus. C'est aussi le cas de Bayo en Ukraine, qui ne fait pas partie de la liste des pays fragiles, cela dit. Alors, qui font-ils? Ils forment des entrepreneurs. Ils s'assurent que les filières d'approvisionnement sont en place afin de faire de l'agriculture un secteur capable de capter des investissements. Et puis, nous mettons à disposition de ces interventions des financements. Dans la reconstitution du fonds IDA, doté de 2,5 milliards pour des investissements dans les pays fragiles et en conflit, et pour le secteur privé en particulier lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions commerciales. La majorité de ces fonds seront destinés au secteur agricole. Et aux côtés de nos ressources, nous levons également des financements auprès d'autres bailleurs de fonds à travers le blending. Un bon exemple en la matière serait le programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire de la Banque mondiale, qui fusionne des fonds concessionnaires afin de répondre aux contraintes de crédit auxquelles les paysans sont confrontés. Il s'agit en l'occurrence d'une enveloppe de 3,5 milliards pour l'agriculture. L'argent, c'est important, certes, mais nous savons également que l'argent ne suffira pas à lui seul pour porter le changement.
Nous essayons donc de proposer des services de conseil afin que les gouvernements, les coopératives aient le savoir-faire pour développer ces entreprises. Autre chiffre, pour chaque dollar que nous engageons dans les pays fragiles et en conflit, la moitié est dépensée dans les services de conseil que n'importe où ailleurs pour répondre justement à ces besoins. Et ces paysans, ces producteurs doivent aussi avoir accès aux marchés internationaux. Pourquoi? Parce que les marchés nationaux ne suffisent pas dans les pays fragiles et en conflit pour soutenir le développement agricole. Les garanties de l'AFC sont le double pour le commerce interrégional pour les pays fragiles. Alors, nous déployons des agents sur le terrain, nous appuyons sur des partenariats forts, nous réservons des ressources aux investissements, nous mobilisons des investissements auprès d'autres sources, auprès d'autres bailleurs de fonds et nous proposons des services de conseil et puis nous veillons à ce que les marchés locaux soient ouverts au commerce international. Nous sommes le plus important investisseur dans les pays fragiles et en conflit. Et donc, nous pouvons nous en féliciter, nous pouvons nous enorgueillir, mais nous ne le faisons pas. Nous veillons constamment à améliorer nos processus, nos normes, nos critères de succès. Nous sommes aperçus que nous étions loin des résultats que nous nous étions fixés et que nous étions également loin de voir un changement tangible au niveau macro. Nous savons qu'il y a certes stabilité au niveau des communautés, nous le voyons, nous en entendons parler, comme la FAO, mais en termes de susciter la paix au niveau macro, nous sommes encore loin du compte. Il y a donc énormément qui reste à faire, énormément de réflexion qui doit être menée pour nous y amener. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes présents à vos côtés ce matin. Je vous remercie. Merci, Alexandros. Un message très clair. Hein, et finalement, vous me faites plaisir, comme président de cette séance, d'avoir deux intervenants qui disent qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ça va rendre le débat riche.